Bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo de Ventre Presse, une vidéo aujourd'hui un peu spéciale. Récemment, je me baladais sur les réseaux sociaux et j'ai vu Sacha Houlier présent lors du meeting de lancement de campagne officiel de Raphaël Glucksmann, qui je vous recommande d'ailleurs à regarder, hein, qui est un classique du social-libéralisme où met en avant l'Europe forte, puissante, en lien avec les États-Unis, une sorte d'atlantisme revisité. Et donc dedans, il y avait Sacha Houlier. Alors, il faut absolument que vous voyez cette vidéo. C'est celle-ci, faite par Hugo Perchoir, donc qui est un streamer qui très souvent regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, il a pris cette séquence. Je vous la montre, je vous la fais écouter. Faut juste que, hop, voilà, je fasse ça. Normalement, tout fonctionne bien carré. Hop là. Réseau. Mais quand on m'accuse d'être le nouveau Macron, vous voulez savoir C'est pour vous le chat. pourquoi Raphaël Glucksmann pourquoi vous j'ai répond. jamais cédé à leurs avances, à leurs appels du pied, à leurs offres. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Mais la première d'entre elles, elle est simple. J'ai toujours su qu'Emmanuel Macron n'avait rien compris à l'écologie. Déjà, le fait que la première chose qui vienne, et on l'a vu, hein, Raphaël Glucksmann, il en a beaucoup parlé, là on parle de Sacha Houlier, mais parlons de Raphaël Glucksmann, vu que Sacha Houlier, il est à la place publique. Raphaël Glucksmann, il met beaucoup en avant le truc de l'écologie, et l'écologie, c'est un peu une lubie libérale, hein. C'est vraiment un truc de, oui, la société elle va mal, il faut qu'on fasse attention, il faut que les individus fassent attention les uns les autres, sans jamais remettre en question la cause première, la structure, et le monde capitaliste. Le fait que, bah, ok, d'accord, nous, on va peut-être jeter nos déchets, mais derrière, il y a des multinationales qui vont polluer les océans, les rivières, les sols, sans avoir aucun problème, en ayant des petites amendes de ci, de là, mais en n'ayant aucun problème. Bref, on fera une vidéo sur Raphaël Glucksmann plus tard. Là, pour le moment, on continue. Pardon. Avec des mesurettes, La tête de Sacha Houlier, le chat. Voilà. Alors, il est, perdre 10 années. il est là. Voilà, notre bon Sacha Houlier, le député de la Cirque 2 de la Vienne. Il est ici, premier rang de Raphaël Glucksmann. Regardez, elle est en train de lui faire une petite accolade en mode ça va aller, mon Sacha. 10 années cruciales et précieuses. Ah, la tête de Sacha Houlier. Je suis mort de Ah 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 ah, je rigole trop drôle, je montre trop que je suis à Oui, l'aise de bah. critiquer le président que j'ai soutenu et que j'ai mis en place dès 2015. Vous allez voir, on va faire le total de ce qu'il a fait Sacha Houlier. La une de plus. Sacha Houlier, fondateur des Jeunes avec Macron. Oui, Macroniste historique qui est parti notamment après la réforme de l'immigration, etc., qui a pris ses distances et qui a quitté le groupe pour devenir apparenté au groupe socialiste. Mais il est porte-parole de la campagne Place Publique. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle, je vais pas vous mentir. voilà, donc moi j'ai vu cette petite vidéo de Sacha Houlier qui est là et qui rigole et tout, qui applaudit Raphaël Glucksmann quand celui-ci critique Macron sur sa vision de l'écologie, parce que du coup, je sais pas si vous avez écouté ce qu'a dit Glucksmann par derrière, mais c'est du vent, hein. Genre en vrai les critiques qu'il a sur Macron, c'est plutôt des critiques de communication plutôt que des critiques politiques. Et donc je me suis dit qu'il fallait un peu remettre les bases sur qui est Sacha Houlier, bah, par rapport au fait que dans un an, il y a les nouvelles élections qui vont avoir lieu. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant avec Sacha Houlier, c'est que c'est l'itinéraire typique d'un politique parlementaire qui est purement dans une intégration macroniste, qui est purement macroniste dans l'âme. Vous allez voir par ses passés idéologiques, etc., notamment avec DSK, qui est macroniste à fond les ballons, qui l'a assumé et qui aujourd'hui nous ferait croire que limite, il n'a jamais été un macroniste, ou alors macroniste pour la vision de Macron sur le libéralisme, etc. Donc moi, bah, j'ai pris mon petit calepin, mes petites recherches. Je vous ai fait une petite recherche sur Sacha Houlier parce que finalement, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'a fait Sacha Houlier, alors que celui-ci a été un acteur extrêmement important de la campagne de Macron en 2017 dans la manière de créer le militantisme de terrain des jeunes avec Macron notamment. Alors donc du coup, on peut un peu commencer, hein. On peut dire que bah, voilà, Sacha Houlier, c'est un élu local. Puis national. Donc du coup, il a fait une sorte de transformation un peu large, hein, de son gabarit politique. Il est issu d'une gauche dite institutionnelle, hein,
les formes contemporaines, on va dire, du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il va penser que l'État-providence, c'est fini, comme DSK, on va y revenir un peu plus tard, et il va penser qu'en fait, il faut donner des petites clés aux individus pour qu'ils aient les mêmes droits et que finalement ils puissent avoir accès aux mêmes choses. Lui, il n'est pas à fond sur l'égalité, il est à fond sur les droits. Il faut que les gens aient les mêmes droits les uns les autres, pas nécessairement la même égalité. Alors, il commence son parcours déjà au sein de l'UNEF. Je ne sais pas si on peut trouver des photos de Sacha Houlié à l'UNEF. Sacha Houlié UNEF, ça se trouve on trouvera une petite photo de lui. Est-ce qu'il y a une petite photo là qui traîne de lui à l'UNEF ? Quelle tristesse, quelle déception, c'est terrible. Donc Sacha Houlié, il était à l'UNEF auparavant. Alors du coup, comme beaucoup de gens de l'UNEF, mais même encore aujourd'hui, des gens qui ont été à l'UNEF, qui ont fait partie des blocus, notamment l'an dernier au sein de l'Université de Poitiers, qui rejoignent des institutions, ils ont tous vocation un jour ou l'autre à trahir. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a été syndiqué un jour à l'UNEF, mais l'UNEF ou d'autres sections de l'UNEF qui portent l'anthème de l'UNEF, on ne peut pas leur faire confiance, comme Stéphane Séjourné qui était à l'UNEF et qui aujourd'hui est macroniste. Un jour, on pourra faire une vidéo sur les dingueries qu'ont fait l'UNEF lors des blocages étudiants à Poitiers en 2025, mais pour le moment, c'est pas le sujet. En tout cas, Sacha Houlié, donc, il est à l'UNEF. D'ailleurs, à l'époque, il avait déjà négocié pour arrêter les blocages avec la direction, avec la présidence de l'Université de Poitiers, lorsqu'il y avait eu des gros blocages par rapport aux lois CPE ou par rapport aux réformes universitaires. Sacha Houlié, il est là et il fait sa petite campagne pour l'UNEF. Après ça, il commence un peu à militer de manière un peu plus active pour des idéaux forts. Il est notamment marqué par un soutien à Ségolène Royal, on se rappelle, en 2007 face à Nicolas Sarkozy, et après Ségolène Royal, ça va être DSK. Car il faut se rappeler que Dominique Strauss-Kahn a été l'un des artisans du social-libéralisme fait par le Parti socialiste, notamment cette transition où on ne remet plus en cause les moyens de production, la productivité, etc., mais on l'intègre pleinement au système et pleinement dans sa réflexion socialiste. Donc Dominique Strauss-Kahn, il l'incarne. On va faire un petit point sur Dominique Strauss-Kahn parce que, étant donné que Houlié était un gros défenseur de Dominique Strauss-Kahn, ça montre aussi un peu ses mécanismes politiques. Dominique Strauss-Kahn, il incarne historiquement le moment où le Parti socialiste, il assume une conversion sociale libérale, c'est-à-dire une forme de gestion de l'économie de marché adossée à une sorte de discours social. C'est-à-dire que, par exemple, Le Monde, il disait à l'époque qu'il y a l'existence d'une sorte de bulle politique autour de DSK, construite autour de sa figure et de sa centralité médiatique. Il y a Politis, qu'il décrit à l'époque comme le symbole du social-libéralisme. Donc voilà, DSK, il est ministre de l'économie en 97, il supervise les ouvertures du capital, comme France Télécom par exemple. Il supervise la privatisation d'entreprises publiques qui n'avaient plus d'intérêt pour lui d'être gérées par l'État. Et DSK, c'est un keynésien de pure souche. L'économie de marché, par le contrat public, puisse créer de l'enrichissement personnel et l'enrichissement de l'État. Un jour, on pourra en vrai faire une vidéo sur le keynésianisme, le néo-keynésianisme et le marxisme, qui sont donc trois tendances bien distinctes. Mais là, à l'instant T, ça serait un peu long, donc on va faire ça une autre fois, au pire des cas. DSK va déclarer aussi que Keynes a fait plus pour la classe ouvrière que Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, une des ferventes défenseurs des révoltes ouvrières en Allemagne, qui s'est d'ailleurs fait assassiner par une réaction bourgeoise. Je vous laisse aller vers les vidéos de gens qui sont spécialisés sur l'histoire de Rosa Luxembourg, parce que c'est vraiment une figure de marque de la lutte communiste, mais de la lutte marxiste. Donc voilà, DSK, il dit que Rosa Luxembourg a fait moins que Keynes sur la question de la classe ouvrière, ce qui est déjà une aberration de dire des choses comme ça d'un point de vue idéologique. Et donc justement, on comprend les limites théoriques de la gauche de ce dernier, qui donc devient au passage président d'une grande institution financière, l'une des plus grandes institutions financières du monde, le FMI, qui gère notamment le prêt auprès des États. Quand un État demande de l'argent, il va vers le FMI qui lui dit « Ok, vous pouvez avoir de l'argent ou pas ». Et DSK, il diagnostique également une chose, il diagnostique la fin de l'État-providence. C'est-à-dire que lui, il pense par exemple que l'école n'est plus nécessairement une zone d'égalité des chances, mais une zone d'égalité des droits. Ça revient notamment sur ce que je vous disais sur Sacha Houlié. Et donc après la défaite de 2007, il déclare notamment DSK que l'âge de départ à la retraite n'est pas nécessairement un dogme, et qu'il souhaite que les gens ne travaillent pas forcément moins. Donc,
Voilà qui est DSK. Voilà qui est DSK en très bref. Une personne donc qui crée à part entière une idéologie sociale libérale et qui l'ancre et qui encore aujourd'hui est ancrée dans l'idéologie du Parti socialiste. Et donc après les affaires de viol, de DSK notamment, c'est François Hollande qui va devenir candidat en 2012 et Sacha Houlié va le soutenir. Sauf que en 2015, qu'est-ce qui se passe en 2015 ? En 2015, on a la loi Macron qui commence à sortir. Loi Macron, il faudrait que je recherche la loi Macron. Hop là. Donc en 2015, on a la loi Macron, ici, qui s'appelle Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui est encore une fois une aberration, libérale. Hein. C'est clairement, voilà, quand on dit que François Hollande n'est pas de gauche, c'est parce qu'il a nommé un ministre banquier et que ce ministre banquier a fait quoi comme loi ? Il a fait la loi Macron. Alors la loi Macron, qu'est-ce que c'est ? La loi Macron a mis en place déjà la vision autoritaire du ministère de l'économie. C'est-à-dire qu'à partir de Macron, désormais, tout principe de loi va devoir passer par le ministère de l'économie qui dit si oui ou non elle est viable. Et donc en fait, on passe dans une pratique purement technocratique de la politique. Les mesures, elles ont vocation avant tout à restreindre notamment le repos du dimanche. C'est-à-dire qu'on va avoir une facilité du travail le dimanche grâce à Macron. Il facilite également le travail de nuit, merci Macron. Et également, il supprime le monopole de la SNCF sur les transports. C'est-à-dire que Macron, il pense que le train, aujourd'hui, n'est plus la seule source viable. Il pense qu'on doit aussi passer par des transports privés. Et donc, étant donné que c'est la SNCF qui a le monopole sur le fret en France et sur le ferroviaire, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va développer la mise en place des bus, des autocars privés, de sociétés privées, pour déplacer à moindre coût. C'est-à-dire que ça va être l'une des balles dans le pied de la SNCF, hein, vu qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens préfèrent prendre le bus que prendre le train, parce qu'aujourd'hui, la SNCF fonctionne sur un modèle libéral, avec des prix qui changent en fonction de la période dans l'année, des prix qui explosent, on ne sait pas pourquoi, là où le bus et les transports vont être subventionnés, alors que c'est des sociétés privées et vont avoir des transports à 10 balles, mais pour des trajets bien plus longs et pour des trajets donc moins coûteux. Macron plafonne également par cette loi les indemnités de licenciement en faveur du patronat et les indemnités des dommages et intérêts liés au licenciement abusif. Toujours dans la faveur du patronat. Le but, c'est que le patron paye le moins possible. On peut aussi citer le début de la capitalisation sur le secteur pharmaceutique. C'est-à-dire qu'à partir de la loi Macron, désormais, quelqu'un qui n'est pas pharmacien va pouvoir ouvrir des pharmacies. Et donc, en fait, on va entrer, une fois de plus, sur le principe de rendement autour de la santé, le fait que des pharmacies vont augmenter leur prix sur certains médicaments ou sur certains produits qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, parce que, il y a encore une fois cette logique de rendement, cette logique de productivité et cette logique capitaliste sur les pharmacies. Alors lui, Sacha Houlié, il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit ? Mais c'est exactement ce que je veux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va signer une tribune pour soutenir cette réforme d'Emmanuel Macron. Il va signer sa petite tribune. Il dit, c'est une très bonne idée, il faut libérer à un moment le marché en France. Et en signant la tribune avec Le Monde, notamment avec Stéphane Séjourné, donc voilà, Stéphane Séjourné qui était aussi à l'UNEF. Ah non, je vous le dis, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous dit qu'il a été à l'UNEF, même s'il l'a quitté et qu'il se dit révolutionnaire désormais, on ne peut pas leur faire confiance. Et donc dès 2015, Sacha Houlié, à la suite de cette tribune, il crée Les Jeunes avec Macron. Et il déclare dans la Nouvelle République, hop là j'ai l'article, il déclare dans la Nouvelle République, si Emmanuel gagne, je voudrais faire partie de l'équipe qui gouverne avec lui. Sacha Houlié, il a les dents longues. Il souhaite faire partie du gouvernement, il souhaite prendre les décisions, il souhaite être aux premières portes, aux premières loges du pouvoir. Et c'est pour ça, en fait, qu'il crée Les Jeunes avec Macron. Parce que quelqu'un qui va créer Les Jeunes avec Macron va notamment créer une émulsion militante. Parce que l'émulsion militante, elle vient aussi auprès de la jeunesse qui a le code des réseaux sociaux déjà à l'époque, qui a le code du militantisme. Ce sont des gens qui justement ont du temps à donner sur le militantisme. Et donc ils créent ça. Sacha Houlié, en créant tout ça,
il se situe en fait. Il se situe politiquement. Il se situe dans une sorte de généalogie politique qui n'est pas seulement de centre-droit, hein, comme on pourrait le croire, hein, vu que c'est une politique sociale-libérale. Désormais, c'est une politique de centre-droit. À l'époque, on pouvait aller encore dire un peu de centre-gauche, mais moi, je vais avoir des termes un peu plus forts. Parce qu'en fait, il appartient à une gauche, Sacha Houlié, qui est convertie à la rationalité du marché, à la discipline budgétaire et à l'encadrement technocratique du conflit social. C'est-à-dire que lui, il va avant tout lire les tableaux Excel, regarder ça plus ça égale ça, et en fait, il ne va pas comprendre que de base, le marché est faussé. De base, le marché n'arrive pas à s'égaliser de manière rationnelle, en autonomie. Le marché va forcément créer des fossés inégalitaires, va forcément créer des super richesses et va forcément amener de la précarité auprès des classes populaires. Et donc, son ralliement à Macron signe ça en fait. Et aujourd'hui, son ralignement à Glucksmann marque ça également. C'est-à-dire qu'il prolonge sa logique dans Emmanuel Macron. Il ne la contredit pas, il l'applaudit. Et donc, le macronisme, c'est pas juste une simple parenthèse du centre, c'est l'expression politique d'une recomposition de classe portée par des CSP+, des cadres, des fonctionnaires, des gens bien intégrés dans la société, des notables, des cochers intermédiaires diplômés. Et Sacha Houlié, c'est un avocat du barreau de Paris qui a été diplômé à l'université. Le problème n'est pas tant d'être diplômé à l'université, mais le problème est ce que tu mets en place une fois que tu as ton diplôme. Quelle logique est-ce que tu mets pour faire valoir tes capacités rédactionnelles ou de réflexion? Et bien lui, il la met au service du libéralisme. Il la met au service des cadres, il la met au service de la bourgeoisie économique. Et il est notamment favorable à la flexibilisation du travail, à la dérégularisation, à l'ouverture des marchés. En rejoignant Macron dès 2015, c'est ça que Macron y promet et c'est ça que Sacha Houlié rejoint. Et donc dans ce cadre, il ne se présente pas comme juste une anomalie, comme juste un mec qui a rejoint parce que d'un coup, il se sentait enclin. C'est pas un gars de la dernière heure, quoi. C'est vraiment un mec du tout début d'Emmanuel Macron. Il est jeune, il est diplômé, il est communicant, il est parlementaire, il est plutôt loyal, il est capable de parler de langage des réformes tout en conservant une apparence de modération. Et c'est ce qui transparaît dans son discours de 2015 à 2017. Son soutien d'Emmanuel Macron, sa participation jeune avec Macron, son intégration à l'appareil d'En Marche montrent qu'il ne subit pas le macronisme comme il essayerait de nous le faire croire aujourd'hui. Il y adhère comme à une forme politique cohérente dans ses dispositions antérieure, c'est-à-dire que vraiment il suit son idéologie politique. Là, la phrase que je viens de vous dire, qui veut faire partie de l'équipe qui gouverne avec lui, elle est révélatrice d'un engagement programmatique, d'une logique d'accès au centre de décision. Il veut être au milieu de la tornade, au milieu de la décision. Et notamment, Le Monde le décrit comme faisant partie de la garde avancée d'Emmanuel Macron à l'Assemblée. Et dans les médias, on le désigne notamment comme un rôle d'interface entre le pouvoir exécutif, le groupe parlementaire et l'espace médiatique. Houlié n'est pas seulement un élu, il est une pièce de relais idéologique. Par rapport à ça, donc comme vous pouvez le voir, vu que moi j'ai fait mes petites recherches, En Marche vers Nantes et Angers, team délégué En Marche avec Macron. Donc là voilà, il est clairement affilié à La République En Marche. Et ici, on peut le voir dès 2016, à des apéros citoyens pour promouvoir les idées d'Emmanuel Macron. Voilà, on voit bien on voit bien qu'il est présent, quoi. Genre, il est là, il en veut, et il fait le tour de la France. Il est à Nantes. Et il est nommé notamment délégué national de La République En Marche. Son rôle est de faire le tour de la France et de montrer comment est-ce que les idées d'Emmanuel Macron peuvent apparemment revigorer la France, peuvent donner un nouveau souffle à la France. Donc, maintenant que Sacha Houlié a créé les Jeunes avec Macron, que les élections présidentielles ont donné Macron gagnante, que fait Sacha Houlié ? Il se présente tout naturellement aux élections législatives de 2017. Il gagne les élections législatives de 2017. Donc voilà, il est élu en 2017, il devient un des plus jeunes élus vice-président de la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Et il y a notamment une séquence qui va être extrêmement importante, c'est la séquence des Gilets jaunes. Alors déjà, allons un peu sur le Twitter de Sacha Houlié. Voilà, là on va y revenir sur sa question du RIC. Là, les lâches, les couards, les agitateurs ne me feront jamais taire, plainte déposée, juste parce qu'il y avait eu des tags devant
son cortège et regardez ce qu'il disait notamment sur les gilets jaunes. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise ? Quelle est l'issue ? Alors si vous permettez, je vais revenir à partir de 2 éléments qui ont été cités sur ce plateau avant mon arrivée. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'à défaut de remplir les cortèges, les gilets jaunes, ils ont rempli les pages des faits divers. Et voilà, super. Alors que les gilets jaunes ont été un moment de mobilisation énorme. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de Français dans les rues, des centaines de milliers de Français éborgnés par la police. Sacha Houlié soutiendra toujours la police par rapport aux violences policières qu'il a pu y avoir. Là, on a pu le voir sur Europe 1. Fascination, nous voyons cette contre-pouvoir de revanche sur riche. Cohérence idéologique qui le caractérise. Il a déclaré assez de violence contre les gilets jaunes, libérer Éric Drouet, ficher la paix aux porte-voix du peuple. Fin de citation. Moi j'entends de la France Insoumise et depuis quelques jours, quelques semaines, un mot qui revient sans cesse au sujet des gilets jaunes. Ce mot, c'est la fascination. Et dans le mot même de fascination, on voit finalement qu'il y a une forme un peu haineuse contre le pouvoir, une forme de revanche, une forme finalement d'appel au soulèvement qui ne correspond en rien à ce que l'on peut attendre du respect de la République, des institutions et de la façon dont la légitimité a été acquise. Donc déjà là, on voit bien comment il parle de l'institution, c'est-à-dire que pour lui, un mouvement social populaire qui part de la base et qui serait soutenu par un parti politique, soutien tacite, on va dire, pour lui, ce n'est pas légitime. Vraiment, il a cette vision de la non-légitimité des militants et des syndicalistes et des manifestants de tout genre dans la rue. Pour lui, c'est l'État qui a raison. Si on a voté pour un député, c'est lui qui a forcément raison. Et notamment, il se prononce contre le RIC. On le voit ici, voilà. Il se positionne contre le RIC parce que pour lui, un député n'a pas de compte à rendre au tout à commun. Pour lui, en fait, il explique que si jamais demain on met le RIC, eh bien, il va falloir forcément aller dans le sens du peuple, il va forcément aller falloir dans la bienséance, etc. En fait, il n'a pas compris que le RIC, c'est oui, justement, pour éviter qu'il y ait des gens sans scrupules qui fassent des promesses et qui derrière fassent l'exact inverse, mais notamment le fait que, en fait, à partir du moment où il y a un certain nombre de signatures, parce que c'était des milliers de signatures qu'il fallait pour que le RIC soit mis en place, ce qui déjà bien souvent ne va pas au bout. On a bien vu, même quand il y a des demandes de référendum auprès de l'Assemblée nationale avec plus d'1 million de signatures, c'est rebooté. Sacha Houlié a d'ailleurs déjà rebooté des initiatives citoyennes qui demandaient des signatures, des pétitions. Sacha Houlié a déjà rebooté des pétitions, des initiatives citoyennes avec plus d'1 million de signatures. Donc lui, il est vraiment en mode tout ce qui vient d'en bas, du peuple, ça m'intéresse pas. Sacha Houlié, c'est vraiment la personne la plus méprisante que vous ayez pu rencontrer. Vraiment, je me rappelle d'un camarade qui avait fait un débat face à lui une fois, et Sacha Houlié lui avait dit de toute façon, moi j'ai une montre qui vaut plus cher que ce que tu gagneras à vie. Voilà ce qu'il avait dit. Donc on voit le type de personne qui est Sacha Houlié, ce qu'il pense du peuple, ce qu'il pense des gens d'en bas, quoi, des gens qui puent pour lui. Vraiment, ça sent la misère, il veut pas s'en approcher, et par rapport à ça, il veut pas du référendum d'initiative citoyenne. Il explique qu'une telle procédure, ça fait peser un danger sur la démocratie représentative. Il oppose implicitement le peuple organisé, autogéré, autostructuré, avec les institutions. Et en fait, pour lui, c'est conflictuel, c'est socialement divisé. Mais oui, en fait, c'est le principe même des manifestations, des insurrections, notamment des gilets jaunes, c'est qu'en fait, ça en devient un sujet de classe. Ça en devient un sujet où il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre et à payer, et du coup qui se mobilisent et qui demandent des améliorations de leurs conditions même. Et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui se disent non, mais en vrai payer plus cher l'essence, c'est pas si grave. Vous devez souffrir légèrement, mais bon, en vrai, c'est pour la cause commune. Alors que non, c'est pas pour la cause commune, c'est pour la cause, encore une fois, d'une même classe, d'une classe qui a les moyens, qui est aisée, qui est une classe moyenne plus. Et cette position, par rapport aux Gilets jaunes, par rapport au RIC, elle est extrêmement instructive. Vraiment, faut se focaliser là-dessus. Elle montre que pour Houlié, la démocratie, ça reste strictement encadré par les institutions d'un État qui est bourgeois, qui est bloqué. Et on y reviendra plus tard, parce que même lui, finalement, il dit que l'État, il est un peu bourgeois. C'est ça qui est assez drôle avec Sacha Houlié, c'est que dès qu'il doit chouiner, il dit l'exact inverse de ce qu'il pense. Pour lui, le peuple, il n'est légitime qu'en tant qu'électorat, pas en tant que force politique autonome. C'est-à-dire que pour lui, le peuple va uniquement servir à glisser un bulletin de vote. Mais par contre, à aucun moment, le peuple n'a vocation à être décisionnaire final, n'a vocation à dire quoi que ce soit. La conflictualité sociale qu'il y a en France à ce moment-là,
elle est due et elle est perçue, non pas comme une expression normale d'une sorte d'antagonisme. Elle n'est pas due comme une sorte d'antagonisme de classe. Genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas méchant et gentil d'un côté pour Sacha Houlié, mais elle est perçue comme une menace pour l'ordre démocratique. Et c'est d'ailleurs les arguments qui reviendront: l'ordre, la menace, l'ordre, la menace. Le fait que Macron, il soit mis dans son bunker à l'Élysée vu qu'il avait trop peur que l'État soit renversé, c'est vraiment cette question-là. C'est vraiment le truc du « mais attendez, que font les gens dans la rue ? Nous, on a été élus, franchement, ils nous font chier, quoi. » Et donc, du coup, Sacha Houlié, il défend la représentation contre la participation directe. Parce que la participation directe, ça tend à remettre en cause le monopole politique des professionnels politiques de la représentation politique. Et c'est ça qui compte pour Sacha Houlié. C'est vraiment de se dire que s'il est député, il est chef. S'il est chef, il veut qu'on le respecte et qu'on l'écoute et qu'à aucun moment on ne remette en question son idéologie, ses pratiques et sa politique. Et donc son discours sur le RIC, sur le référendum d'initiative citoyenne, c'est pas une opinion technique, c'est pas un moment, une petite lubie. C'est l'expression d'une conception de souveraineté de classe. C'est vraiment le truc de nous, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Vous nous l'avez apparemment donné, sachant que les élections, on a pas mal d'ouvrages de sociologues notamment qui montrent que les élections de la Ve République sont biaisées parce que on n'a pas l'égalité face aux médias. Les médias sont détenus par des multimilliardaires, sont orientés, n'assument pas leur orientation. Et du coup, la démocratie aujourd'hui, elle est cassée en France. Faut la restructurer. Et donc pour Sacha Houlié, la souveraineté populaire, elle doit rester là où elle est, c'est-à-dire filtrée, instituée, neutralisée, qui passe forcément par des structures, qui passe forcément par des institutions. J'ai pas envie de faire le bandeur de Bourdieu, vu que je suis plus marxiste que bourdieusien, mais quand Bourdieu il nous parle de structures structurantes qui deviennent des structures structurées, vous voyez le truc un peu de lèche-botte de bourdieusien, qui en fait ça signifie que il y a des au départ il y a des structures, oh là là les sociologues qui vont me venir sur le crâne, au départ il y a des structures qui ont vocation à créer les personnes. Par exemple, l'école, c'est une structure qui a vocation à créer quelqu'un qui doit s'émanciper, qui doit commencer à réfléchir par lui-même. Et au final, cette structure, elle va juste vous créer ce que les sociologues ont appelé l'habitus, il me semble, qui vont en fait vous créer une manière de réfléchir par rapport à l'État. C'est-à-dire que vous n'allez pas être autonome par rapport à l'État mais dans votre réflexion, mais par contre, vous allez rentrer pleinement dans une réflexion que l'État vous indique. Et c'est notamment la question autour de l'histoire avec le roman national, où l'histoire est forcément remise sur le prisme de la grandeur de la France, sur le prisme économique. Par exemple, l'autre jour, je regardais un manuel d'histoire de 5e, et dedans, il y a marqué qu'Henri IV, il a fait évoluer les infrastructures pour moderniser l'économie publique. Donc voilà, c'est ça le problème, et c'est ça que revendique Sacha Houlié, le fait que on est des structures en France, l'école, la justice, l'Assemblée nationale, que sais-je, les sociologues, je vous laisse détailler dans les commentaires. Et pour lui, tout doit passer par là. Rien ne doit passer par le peuple. Le peuple n'aura jamais raison. Donc là, on a un peu vu le commentaire biographique de Sacha Houlié. Maintenant, il faut un peu justement en revenir aux actes parlementaires. Comment est-ce qu'il a mis en place toutes ces réflexions idéologiques, ces réflexions politiques ? Et c'est là en fait que se mesure concrètement sa position politique. On peut citer plusieurs votes importants. Et donc, pour finir sur le RIC, il dit ceci, je le cite. D'abord, le mandat impératif est nul dans notre Constitution. Or, ce RIC reviendrait à commander aux parlementaires de légiférer dans un sens plutôt que dans un autre. Soit précisément une sorte de mandat impératif qui remet en cause la nature de la mission confiée aux parlementaires et enfonce un coin sérieux dans la démocratie représentative. Le fait d'être élu vous donne une responsabilité, ce qui n'est pas le cas pour le peuple devenu foule. Regardez, devenu foule, pour lui, le peuple qui se rassemble et qui va dans la rue, c'est une foule. Et quand on dit que c'est une foule, on dépolitise totalement la chose. Ce n'est pas une foule, ce sont des manifestants. Ce sont des gens qui ont des idées politiques et c'est la raison pour laquelle ils battent le pavé. Et donc il termine, sauf qu'il faut se prémunir de cette idée que la somme des intérêts particuliers formerait l'intérêt général. Alors qu'en fait, c'est justement l'intérêt général qui fait que les gens se réunissent à plusieurs dans la rue, qui fait que les gens signent des pétitions en commun. À un moment, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt privé, l'intérêt particulier, c'est la politique d'Emmanuel Macron, on l'a remarqué depuis 10 ans. C'est la politique que Sacha Houlié met en avant, on l'a remarqué depuis 10 ans.
Et en fait, il essaye de nous avoir en nous faisant croire que le RIC serait une fausse demande démocratique, alors que finalement, même si ça avait ses limites, le RIC, c'était déjà un premier pas sur la transparence des députés et des élus par rapport aux décisions politiques. Après ça, voilà, il faut regarder justement comment Sacha Houlié maintenant a mis en pratique sa vision politique des choses, comment est-ce qu'il a mis tout ça en place. En 2023, il vote contre le repas à 1 euro pour les étudiants non boursiers. Voilà, lui qui était élu de l'UNEF, on le rappelle. En 2020, il vote contre l'élargissement du RSA aux 18-25 ans, toujours sur des motifs de oui, on n'a pas les moyens. En 2022, il est contre le rétablissement de l'ISF. Il est contre l'augmentation également la même année du SMIC. Il est pour la loi anti-squatter de 2023, qui est une loi qui fait que des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer vont se retrouver avec des gros problèmes de justice, avec les policiers qui viennent les chercher et qui les sortent de leur appartement, alors qu'ils n'ont nulle part pour se loger, et que c'est à cause de l'État s'ils n'ont plus de moyens, parce que c'est l'État qui a coupé les aides sociales, c'est les patrons qui mettent au chômage, etc. Il est pour la suppression des régimes spéciaux en 2023 pour les retraites. Il est pour Parcoursup et Mon Master en 2017, qui sont encore une fois des dingueries d'inégalité et de sélection à la fac. Et surtout, il est pour la réforme des retraites de 2024. Mais déjà, en 2020, il avait annoncé qu'il était pour. 2020, la conférence de financement vise à permettre ces créations de droits, meilleure prise en compte de la pénibilité, 1 000 € de retraite garantie, 70% des revenus de couple garantis. On écoute un peu. Autour de 4. Lorsque vous dites que les financements qui sont affectés à la réforme, ils visent précisément à combler une baisse de ressources que nous aurions. C'est faux, puisque les ressources, elles sont maintenues autour de 14% du PIB. Et d'ailleurs, les dépenses sont au même titre autour de 14% du PIB. Deuxième élément, pourquoi effectivement il nous faut trouver des financements pour cette réforme, et que c'est par ailleurs les syndicats qui participeront à la conférence de financement, pas seulement les réformistes qui l'ont accepté, mais tous ceux qui voudront bien venir, puisque tous les syndicats représentatifs sont invités à cette conférence de financement. Alors pourquoi il nous faut trouver de l'argent pour cette parle tellement comme un... Parce qu'on va je ouvrir déteste de sa manière de droits. parler. Bref, après, chacun sa lubie, mais derrière le texte, la manière même est tellement bourgeoise, ça me rend fou. La manière d'ouvrir la bouche et de parler comme ça. Bref. Donc dès 2020, il est pour. Il faut savoir qu'en 2020, il y avait déjà une idée de faire la réforme des retraites, sauf qu'avec ce qui s'est passé... avec le Covid, la réforme des retraites va pas se passer et elle va être mise à plus tard, et notamment sous Elisabeth Borne. Et si on va sur le compte de Sacha Houlié et qu'on tape réforme des retraites et qu'on regarde notamment au moment où la réforme des retraites a explosé, donc on va regarder entre 2021 et 2024, on va prendre large, comme ça, mais on est sûr de voir l'évolution du bougre. Décembre, hop. Voilà. Rien du tout, rien du tout. Et je peux enlever un S. La réforme des retraites, c'est permettre à tous les Français d'avoir une pension de 1 100 €. Donc voilà, il ne reste qu'un tweet sur ça. Il a tout supprimé. Et donc, en 2022, Sacha Houlié, alors même que les Français commencent à se mobiliser contre la réforme des retraites, il soutient, il retweet Macron, il est un fervent défenseur, et on le voit, Raphaël Glucksmann aujourd'hui est un défenseur aussi de cette réforme des retraites. Il nous dit qu'il est contre, mais on l'a vu l'autre jour dans des reportages, il est pour quoi. Donc il soutient à fond la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On se rendra compte plus tard qu'en fait, il va commencer à faire des tweets contre la réforme des retraites, mais contre Elisabeth Borne, et c'est uniquement en fait... Le vent politique, c'est uniquement une girouette. Parce que on le voit là. Je veux dire, là, la réforme des retraites, c'est permettre à tous les Français d'avoir une pension de 1 100 € au minimum. Il pense que la réforme des retraites va favoriser les ménages les moins aisés, les personnes à la retraite, va favoriser tout ça. Et aujourd'hui, on le sait, cette réforme des retraites, elle tue des gens dans le fait qu'il y a des personnes de 60 ans, de 65 ans, de 66 ans, de 67 ans,
qui déjà, si elles ne sont pas au chômage, parce que les patrons n'embauchent pas de personnes qui entrent en fin de carrière, si elles ne sont pas au chômage, eh ben, elles vont devoir travailler avec plus de 40 ans de travail derrière elles, des mal aux genoux, des mal aux jambes, des mal au dos, des maladies chroniques, et pour autant, elles vont devoir travailler parce qu'elles n'auront pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et Sacha Houlié est un défenseur de ça. Donc quand Sacha Houlié vous dit non, mais moi j'ai pas défendu, vraiment, carrément je retweet, hop là, comme ça, on n'oublie pas. Hop, comme ça, si jamais un jour il est là et il nous dit non mais moi j'ai jamais soutenu, bah si, hop là, on met en signé et gardez en signé ce tweet. Vraiment, il faut le garder parce que c'est un soutien de la réforme des retraites qui a fait qu'il y a des millions de gens qui sont allés dans la rue, qu'il y a eu également une répression extrêmement forte de la part de la police et de l'État, et Sacha Houlié était pleinement derrière. Pleinement il le l'assumait, pleinement il l'a souhaité, et c'est dingue qu'aujourd'hui ils nous disent non mais moi je suis pas pour ça. Moi je suis absolument pas pour la réforme des retraites. Si, il est pour ça. Il est aussi dans la commission mixte paritaire sur le durcissement de la loi immigration. Parce que voilà, il y a un moment, il y a la loi immigration en France. On voit qu'au Sénat, Gérald Darmanin fait en sorte que l'extrême droite puisse y mettre des textes. Il y a la commission mixte paritaire qui se réunit. Le texte ressort de la commission mixte paritaire adopté. Sacha Houlié fait partie de cette commission mixte paritaire. Et au dernier moment, il dira non, mais moi je suis contre, nanana. Alors qu'en fait, il a participé pleinement à la mise en place des textes. Voilà quoi. Genre, c'est juste une question de oui, la laïcité, elle est un peu trop mise en avant dans la loi immigration. Mais le fait qu'on revoie des gens chez eux, des enfants, des mineurs, le fait qu'on fasse du regroupement familial, etc., la fin du regroupement familial, etc., bah, il n'est pas nécessairement contre. En tout cas, il ne l'annonce pas. Et c'est là où c'est extrêmement important. C'est là où on rentre un peu dans les potins. Parce qu'après qu'on ait vu qu'il est pour une gestion sélective de l'accès aux études supérieures, de la reproduction des énergies, de la reproduction des hiérarchies sociales, qui soutient la réforme des retraites, qui prolonge la mise au travail des classes précaires au nom d'un équilibre budgétaire. On le voit encore une fois, les bases de DSK, du FMI, avec cette vision du tableau Excel où le tableau doit être forcément positif. S'il y a un négatif quelque part, il doit se compenser. Après avoir fait cette loi anti-squat où il sécurise davantage le droit du propriétaire contre l'occupation des logements vides, il n'est plus un centriste flou. Il n'est plus la branche gauche du macronisme. Il est du centrisme libéral. Il est Raphaël Glucksmann. Il a une orientation nette vers la défense de l'institution de l'ordre social existant, c'est-à-dire une vision réactionnaire de l'ordre social. Autrement dit, Houlié ne se situe pas simplement à droite du PS, il incarne la forme contemporaine du parlementarisme de classe. Il se veut progressiste sur le plan des mœurs, sur la rhétorique démocratique, mais en fait il est profondément conservateur dans l'organisation de la société. La société doit rester telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne peut pas évoluer, la vision de la démocratie de la République ne peut pas évoluer. Pour lui, c'est vraiment figé dans le temps. Et la question de l'immigration, elle est assez révélateur d'une tension macroniste. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que Macron il a ramené tout le monde, ça a créé des tensions de mettre en place l'immigration. Parce qu'en fait, c'est là où on voit les limites du macronisme, qui se présente un peu comme un espace de rationalité modérée, qui refuse tout excès, alors qu'ils en font, les plus visibles de la droite dure, qui valide un peu les logiques institutionnelles de tri, de contrôle et de police sur les populations migrantes. Et en fait, cette double posture, elle est centrale. Parce que Sacha Houlié, il y est toujours au moment de la loi immigration. Il aurait pu quitter la majorité, mais il choisit d'y rester. Pourquoi ? Parce qu'il sait que derrière, tout moment, il a le gouvernement. Parce que Attal, depuis quelques semaines, le chauffe en mode ouais, est-ce que ça t'intéresse ? Parce qu'on se rappelle, on est au moment des Jeux Olympiques, que Oudéa Castéra, elle est pathétique, que ses enfants sont dans un lycée privé homophobe, subventionné par des millions d'euros, qui coûte des milliers d'euros chaque année, subventionné par des millions d'euros par la mairie de Paris. Donc il y a un monde où elle dégage. Du coup, Houlié il se dit ça se trouve ça va être ma chance, je vais pouvoir y aller. Et donc il reste dans la République en marche. Et sa posture elle est double, parce que d'un côté elle permet d'occuper une sorte d'humanisme raisonnable, tout en participant à la consolidation du dispositif répressif de l'État. Houlié, il s'inscrit comme une figure typique de la gestion institutionnelle des contradictions. Vraiment, il peut voter contre un durcissement public du texte, tout en acceptant des compromis qui en préservent l'architecture répressive. Il va accepter le titre
Il ne va pas forcément en accepter quelques lignes, mais il va en accepter l'idée générale. Et c'est ça qui est révélateur d'un militant du Parti Socialiste, d'un militant de l'UNEF, d'un militant social-libéral, c'est ça, c'est le fait que ils vont vous dire non sur un coin de table, mais ils vont vous dire oui dans l'idée. Et c'est ça qui est terrible en fait. Hein. Dans une perspective aujourd'hui qu'on a de classe, on peut le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une bourgeoisie forte et de plus en plus une classe pauvre forte. Et ce n'est pas cliché de dire ça, c'est factuel, c'est sourcé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de riches et de pauvres, on n'a plus de classe moyenne en France. Et cette ambivalence, elle n'est pas accidentelle. Les politiques migratoires, elles servent à hiérarchiser la force du travail, la production de l'illégalité, et à fragiliser les éléments les plus précaires du salariat. Et par exemple, quand François Ruffin il nous dit non mais il faut défendre les migrants parce qu'ils nous rapportent de l'économie, mais non, il ne faut pas aider les migrants parce qu'ils nous rapportent de l'économie. En vrai, oui, ok, d'accord, ils payent les impôts, on s'en fout. Faut aider les migrants parce qu'en fait, si on ne les aide pas, le capitalisme va tout simplement les tuer et il s'en foutra. Et en fait, ce n'est pas par projection économique qu'il faut aider les vagues migratoires, c'est par projection idéologique, une projection de lutte totale contre le libéralisme. Et le discours humaniste de Sacha Houlié n'abolit pas cette fonction, il ne la rend que acceptable. Il dit non mais c'est vraiment bête, faut lutter contre un. Mais bon ok, on y va quand même. Et c'est ça qui est dingue. Et donc, de tout l'ensemble de ce parcours-là, jusqu'à ce qu'il quitte, vu qu'on va y venir au moment où il quitte, c'est une incohérence, hein. C'est vraiment une incohérence de fond qu'on voit. Houlié, il appartient à une génération d'élus qui est formée dans l'orbite de la gauche institutionnelle, puis pleinement abordée par le projet macronien. Son évolution n'est pas celle d'un homme qui passerait d'une gauche radicale à la droite, mais d'un militant déjà situé dans l'horizon de la gestion du compromis et de l'intégration de l'État. Compromis quand il y avait des blocages universitaires à la fac, où il allait avec la présidence. Compromis dans sa gestion de l'état de droit, compromis dans sa gestion de la manifestation, compromis dans sa gestion de la démocratie. Et donc on peut critiquer précisément le récit d'une simple alternance entre gauche et droite. Houlié défend presque systématiquement les conditions de reproduction de l'ordre capitaliste. Et il accepte la réforme du travail. Il soutient la flexibilisation de l'enseignement supérieur. Il refuse les outils de redistribution les plus visibles. Il sécurise la propriété privée. Il rejette les formes de la démocratie directe, susceptibles d'accroître le pouvoir populaire. En bref, il est pour une vision, encore une fois, réactionnaire et libérale de la société française. Ces quelques écarts sur les libertés publiques ne doivent pas masquer l'orientation générale de son action. C'est pas parce qu'il est contre le fait qu'on soit tous anti-Covid, etc., quelques lois liberticides, etc., que pour autant, dans l'ensemble, il est contre le gouvernement de Macron. Et donc, il représente un député En Marche banal, logique, qui est là et qui fait sa petite vie. Et qui s'en fout en fait des conséquences de sa politique, parce qu'il ne les vit pas, il ne les vivra jamais. Ses militants ne les vivront jamais. Et en 2024, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Macron décide de remanier le gouvernement. Alors, c'est là où Sacha Houlié se dit « Waouh, ça y est, enfin, ça va être mon moment. Enfin, je vais pouvoir foncer. Enfin, je vais pouvoir devenir un vrai petit député macroniste, un vrai petit ministre macroniste, etc. » Et quelle ne fut pas la surprise quand il découvre que la justice et le mérite n'existent pas pour des gens comme moi. Mes pauvres petits Sacha, mon pauvre loulou, mon député ouin-ouin préféré. La grosse déception du député Sacha Houlié, absent du gouvernement. Et oui, parce que Macron fait un virage à droite et à extrême droite. Et Sacha Houlié, trop humaniste le Sacha, trop gauche-centriste, alors que Sacha Houlié est juste un libéral. Et donc, il contacte les Échos. Voilà ce qui se passe de notre député ouin-ouin de la Circo 2, qui dit... Non mais alors là, c'est vraiment une leçon. Écoutez, toutes les personnes qui veulent commencer à militer et qui commencent à avoir des responsabilités, regardez bien ce qu'a fait Sacha Houlié, c'est surtout à ne pas refaire. Toujours réfléchir avant de répondre à la presse, parce que là, miskin Sacha, quoi. Emmanuel Macron a pratiqué un management désinvolte à l'égard de ses ministres. Et donc, la montagne russe, c'est un SMS envoyé la veille de l'annonce du gouvernement. Est-ce qu'on aura le bonheur d'entendre ton nom demain ? Écrit par Nicole Belloubet. Donc là, il reçoit un message en mode « Est-ce que tu seras là demain ?» par Nicole Belloubet. Non, il ne sera pas là. Et il va répondre aux Échos parce que les Échos le contactent. Il dit aux Échos, aux journalistes des Échos, il dit « La justice et le mérite n'existent pas pour les gens comme moi. » Il nous fait croire qu'il vient de la classe populaire. Hein. C'est une classe moyenne. Hein. Partout sur les journaux de droite, on dira « Oui, classe populaire, modeste, nanana. » Il vient absolument pas d'une classe modeste, Sacha Houlié, classe moyenne.
parents instituteurs. Son père, il a fait de multiples emplois. Mais voilà, la justice et le mérite n'existent pas pour les gens comme moi. Je n'ai pas d'amertume, juste la détermination de ceux à qui on n'a jamais rien donné. Sacha Houlié est le plus jeune élu à la Chambre basse. Il est président de la commission des lois. On lui a tout donné. C'est-à-dire que là, il avait tout sur un plateau doré. Juste, en fait, c'est simple. Il rentrait plus dans les calculs de la politique d'Emmanuel Macron. À un moment, c'est ça la politique. Et lui, il a trop le seum. Il pense que le fait d'être là depuis 2015, ça fait que tu as forcément une place. Voilà, c'est ça le cheminement institutionnel des élus macronistes. Ils pensent que faut l'institution, les élections, la démocratie, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut montrer ses caractéristiques et on monte en échelon. Et un jour, si on n'est pas pris, on a trop le seum, on démissionne. Et donc, il y a la nouvelle élection qui a lieu après le remaniement en 2024. Il pense que donc ça y est, c'est le grand jour, sauf que non, il va avoir trop le seum. Et donc, il va quitter La République En Marche. Il va se mettre en non apparenté et au bout de quelques années, on va ici, Sacha Houlié, et là on tape place publique. Et en 2025, il rejoint place publique. Pourquoi est-ce qu'il rejoint place publique ? Parce qu'il a le sentiment que Raphaël Glucksmann peut faire la même chose que Emmanuel Macron en 2015 et en 2017. Enfin, en 2015 quand il a commencé et en 2017. Il pense que le social-libéralisme est le futur de la France. Sauf que non, vraiment, ça ne va pas fonctionner. Personne ne croit en Glucksmann. Donc, Miskin Sacha Houlié qui est au chômage dans moins d'un an. Et voilà, il va soutenir Raphaël Glucksmann. Et aujourd'hui, il est aux côtés donc d'un député européen qui est contre Raphaël Glucksmann, qui est contre Emmanuel Macron, et il va se retrouver Mais quand on m'accuse d'être à être dans des meetings comme ça. Nouveau Macron. Vous voulez savoir C'est pour vous le chat. pourquoi Raphaël Glucksmann vous répond. jamais cédé à leurs avances, à leurs appels du pied. Je vais écouter à quand leurs même, parce offres. qu'à chaque fois je me Pourquoi focalisais sur Houlié, mais on va regarder Il y a beaucoup de raisons. Mais la première d'entre elles, elle est simple. Non mais juste le fait que la première J'ai soit l'écologie, toujours su c'est une dinguerie. qu'Emmanuel Macron n'avait rien compris à l'écologie. Pardon. J'ai toujours su. Pardon. Regardez un peu comment il regarde Sacha Houlié. J'ai toujours su. Pardon. Avec des mesurettes. La tête de Sacha Houlié, le Et chat. qu'on allait perdre 10 années. 10 années cruciales et précieuses. Ah, la tête de Sacha Houlié. Je suis mort de rire. Pas une de plus. Sacha Houlié, fondateur des Jeunes avec Macron. Macroniste historique qui est parti notamment... Enfin voilà. Voilà donc qui est Sacha Houlié, un macroniste qui adore ça, la Macronie, qui adore tout. Qui est fou de ça, qui est en adulation devant le social-libéralisme, qui pense que le social-libéralisme va nous sauver, qui pense que le monde social-libéral est l'avenir de la France et qui pense que Raphaël Glucksmann est l'avenir de la France. Alors les élections, c'est dans un an, il va se représenter pour un 3e mandat, on n'en peut plus. Il est important d'avoir en tête ce qu'est Sacha Houlié pour avoir un argumentaire politique face à ça. Parce qu'on l'écoute, il va dire oui, non, j'étais pas d'accord avec Sacha Houlié. On le voit. Avec Emmanuel Macron, on le voit factuellement que si il était d'accord avec Emmanuel Macron, il a soutenu Emmanuel Macron, il a mis en place Emmanuel Macron au pouvoir. Et si on ne fait pas attention à ce que fait Sacha Houlié, à ce que dit Sacha Houlié, c'est juste Macron qui sera de retour au pouvoir avec Raphaël Glucksmann. Donc déjà dans un an, le mieux, ça serait enfin d'avoir un élu de gauche sur la Circo 2 de Poitiers. Mais en dehors de ça, il est important de resituer Sacha Houlié, c'est-à-dire un mec de droite. Sacha Houlié fait du libéralisme, il est de droite, il est pour un ordre, il est pour une institution forte, pour une démocratie centralisée autour de technocrates. Il n'est absolument pas pour le pouvoir au peuple. Et s'il n'est pas pour le pouvoir au peuple, je suis désolé, s'il est pour, il pense que l'égalité des chances, c'est uniquement une égalité des droits, non, en fait, ce n'est pas possible. Il est un pur descendant de DSK, un pur descendant de Macron, et voilà, on n'est pas prêt d'arrêter de le voir. Donc bon. Voilà ma vidéo sur Sacha Houlié. Il me faisait vriller ce mec. Je pense que j'en referai une dans 9 mois au moment des élections pour rappeler, ou je la ressortirai celle-là. Pour mettre à jour aussi sur ses déclarations. Mais vraiment, ne faites pas confiance à Sacha Houlié.
Parce que comme on vient de le voir pendant près de 50 minutes, eh ben, tout ce qu'il fait, en fait, c'est essayer de jouer avec avec votre sympathie, le fait qu'il a un grand sourire, qu'il présente bien, etc. Regardez politiquement ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et ce qu'il a fait aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est une politique libérale. Alors si vous êtes libéraux, bah, tant mieux, allez avec lui. Mais si vous êtes de gauche, on ne peut pas soutenir une candidature de Sacha Houlié. Enfin, pas dans la situation dans laquelle on est, pas demain, pas après-demain, jamais, même dans le passé, c'était pas possible. Et souvenez-vous d'une chose, il est passé à l'UNEF, il est passé au PS, aujourd'hui il était passé à Macron, maintenant il est chez Glucksmann. Vraiment, c'est les 4 antagonistes qu'il faut que vous gardiez à l'esprit si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est passé à l'UNEF, mais qu'il a changé. Qu'il est passé au PS, mais qu'il a changé. Ou qu'il est passé chez Macron, mais qu'il a changé, ne le croyez pas. C'est un menteur. C'est un menteur, il ne fera jamais une politique de gauche pour vous, il fera toujours une politique centriste pour lui, pour sa classe moyenne, sa classe de petite bourgeoisie. Enfin bref, si vous êtes intéressé par l'idée de nous soutenir, vous pouvez rejoindre Ventre Presse, vous abonner à la chaîne YouTube de Ventre Presse, regarder notre chaîne Instagram Poitou Presse et nous soutenir sur Hello Asso. Nous sommes un média indépendant. Et bah écoutez, bon courage avec des députés comme ça.